Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien ce matin, ce dimanche matin, pour regarder cette vidéo numéro 9 du Tour de France, analyse, décryptage, présentation de l'étape numéro 9, deuxième étape pyrénéenne et dernière étape pyrénéenne. Cette année, les Pyrénées ont été extrêmement courts. Comme souvent avec Christian Prudhomme, on a rarement des Pyrénées de qualité sur les Tours de France depuis que Christian Prudhomme les réalise. Et puis comme cette année, le parcours est à... Vous connaissez la suite du côté de mon idée. C'est pas comme si je l'avais dit déjà plusieurs fois. Je trouve que le parcours est à chier. On va encore me dire que je dis des insultes, mais bon, c'est la vérité. Le parcours, et de toute façon, quand on voit comment la course se déroule, on peut pas dire que le parcours a été réussi. S'il y a un mec qui dit que le parcours a été réussi, non. On dit à chaque fois, oui, les coureurs, c'est les coureurs qui font la course, oui. Enfin, on sait comment ils courent également, les coureurs. Donc on peut leur donner... Des profils d'étapes qui soient plus intéressants que ceux que l'on voit depuis le début de ce Tour de France. Donc étape numéro 9, et vous allez voir qu'elle a encore des problèmes cette étape dans sa conception. Plus facile que la veille, 3500 mètres de dénivelé positif contre 1823. Il faudra faire quand même attention au col de Marie-Blanque, un col très pentu, où là on aura des gros pourcentages. Là, c'est vrai que les leaders pourraient... se découvrir s'ils ne l'ont déjà pas fait la veille. Je rappelle que j'enregistre cette vidéo à la suite. Je fais étape 8, étape 9 en même temps pour des raisons de planning. Donc voilà, j'ai pas vu ce qui s'est passé la veille. Donc attention au col de Marie-Blanque. Du côté du profil, je vous le montre tout de suite à l'écran pour éviter que la vidéo dure 3 quarts d'heure. On commence à Pau et on finit du côté de Larins, 154 km, une étape entièrement dans les Pyrénées Atlantiques, dans le département numéro 64. On commence dès le départ au kilomètre 9.5 avec le col d'Artiguelouve, 2 km à 4,3 de moyenne, je vous le montre tout de suite, le col d'Artiguelouve. Non, je vous le montre même pas parce que je l'ai même pas pris en fait. Je suis en train de m'apercevoir. Non, je vous le montre pas parce que je l'ai pas pris. J'ai oublié de le prendre. Ça fait... Bon, de toute façon, c'est pas une difficulté majeure. Peut-être que les échappés partiront à ce moment-là. On continue du côté de la Sub, du côté de Oloron-Sainte-Marie, pour arriver au pied du col de la Ourcère, col de première catégorie, 11 km 8 à 8,3 de moyenne, 1443 mètres d'altitude. Le sommet sera à 85 km de l'arrivée. Donc autant vous dire qu'on sera quand même encore un petit peu loin, surtout qu'il restera encore pas mal de difficultés, mais peut-être que ça commencera déjà à rouler. Le col de la Ourcère, très irrégulier, je dirais que c'est une sorte de port de Balès, en un peu moins haut en altitude, mais c'est un peu le même concept, c'est-à-dire, alors même si on a de la grosse pente tout le long quand même. Le port de Balès, c'est un peu la particularité, c'est qu'il y a des endroits qui sont quasiment plats sur le port de Balès. Là, ce n'est pas le cas. Malgré tout, on a entre le kilomètre 2 et le kilomètre 3 un passage 1 km à 12,8 de moyenne. Donc ça va déjà bien entamer le capital au niveau des jambes. Entre le kilomètre 4 et le kilomètre 5, 9,9. Derrière 8,9, 8,1, 7,2, 10,6 entre le kilomètre 8 et le kilomètre 9 de montée. Après, ça devient un peu plus facile. Et puis, on a de nouveau une rampe difficile entre le kilomètre 10 et le kilomètre 11 de montée, à 9,3 de moyenne, pour finir avec le plat toujours au sommet, 2,5% sur les 800 derniers mètres. Mais ça reste extrêmement difficile, ce col de la Ourcère. C'est une mise en jambe, on va dire, dans cette étape, qui fait un petit peu mal quand même, et il faudra faire attention. On enchaînera avec le col du Soudet. Ce col du Soudet qui est assez souvent utilisé dans le Tour de France. Alors là, on l'enchaîne avec le col de la Ourcère, donc il est que de 3ème catégorie, 3 km 8 à 7,4 de moyenne. Le col du Soudet, vous voyez, c'est très court, par contre c'est pentu dans cette partie-là, avec du 11,3, du 10,4 sur 500 mètres. Ça descend jamais sous les 7%, donc ça reste très difficile. Plutôt régulier quand même, c'est-à-dire qu'on a toujours de la pente. Donc pour trouver son allure, ça devrait pas être trop difficile pour les coureurs. Faire attention, la descente du col du Soudet est assez technique. Donc faut vraiment faire gaffe. Avant d'arriver au sprint intermédiaire, arrête. Tiens, premier sprint intermédiaire qui se retrouve après une difficulté. Pourquoi pas un Peter Sagan, mais il faudra quand même passer le col de la Ourcère.
et le souder enchaîné, ça va peut-être pas forcément être facile pour Sagan. Mais voilà, faut le signaler, le sprint intermédiaire sera au bout de 100 km de course. On enchaîne vers le col d'Icher, col de 3e catégorie, 4 km 5 à 6,1 de moyenne, col de 3e catégorie, col d'Icher, qui est pas le plus dur de la journée, hein, ça c'est très clair, avec une pente au maximum à 7,6%, mais c'est pendant 500 mètres, non il y a même 7,8 pendant un autre 500 mètres, mais c'est pas très difficile. J'avais oublié la rampe à 8,4 également au tout début, je dis n'importe quoi sur cette côte, mais c'est pas une difficulté majeure de ce Tour de France très clairement, mais si une équipe décide à rouler très très fort avant le col de Marie-Blanque, ça peut vraiment dynamiter déjà la course à ce moment-là. Faut toujours se méfier de ces cols-là qui sont pas très longs, mais où il y a quand même des petites zones avec du pourcentage parce qu'on peut tenter de faire péter le peloton. Ensuite, on redescend vers Sarance, Escaut, et puis le col de Marie-Blanque. C'est la difficulté majeure de la journée. 7 km 3 à 8,7 de moyenne. On sera au sommet, à 20 bornes de l'arrivée quand même encore. Ce qu'il faut signaler, un peu moins de 20 km. Col qui donnera des bonifications également, le col de Marie-Blanque. Je vous le montre tout de suite à l'écran. Bah, vous voyez, hein, les 3 premiers kilomètres, c'est tranquille. Et puis derrière... c'est une torture avec un kilomètre entre le 5e et le 6e de la montée à 13,1 de moyenne, c'est-à-dire que c'est extrêmement difficile. À partir du kilomètre 3 de la montée, ça ne redescend jamais jusqu'au sommet, donc c'est très 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 difficile. Ça pourrait permettre à des leaders de sortir, mais encore une fois, le problème c'est qu'on est assez loin de l'arrivée. Comme je vous le remonte, on passera par Biel et la Reims. Il restera quasiment 4 et 3, 7 km de plat, un peu plus même à l'arrivée en léger faux plat montant. Donc si on veut sortir, il faut être courageux parce qu'on peut se faire rattraper déjà dans la descente du col de Marie-Blanque et puis surtout dans ce passage de plat jusqu'à l'arrivée. Donc on pourrait se retrouver à avoir un gros peloton encore du côté de la Reims. On passe du côté de la météo. Météo, il fera entre 21 et 22 degrés, donc on perd quasiment 5 à 6 degrés par rapport à la veille, donc il faudra faire attention en altitude parce qu'il pourrait faire un petit peu frais, et attention au coup de froid, surtout qu'on pourrait avoir de la pluie. Le temps sera de toute manière très nuageux, le vent ne devrait pas être très fort, mais faire attention, on pourrait avoir de la pluie, donc en altitude, faire attention de ne pas attraper froid du côté des coureurs, car la pluie, quand on prend une descente, ça peut vraiment vous glacer. Du côté des stratégies, c'est un peu pareil que la veille, c'est-à-dire soit une échappée nombreuse sans sprinter, parce que je pense que les sprinters tenteront plutôt de se reposer avant la journée de repos, et vainqueur devant, et bagarre entre leaders, c'est-à-dire 2 courses en une, soit échappée qui ne prend pas d'avance et bagarre entre leaders dans le col de Marie-Blanque, soit une grosse échappée et les leaders qui se regardent. On pourrait avoir plusieurs profils de course, les leaders également qui se regardent dans le final parce que personne n'aurait réussi à faire la différence. Enfin, il y a plusieurs possibilités. Les favoris pour moi, comme on a beaucoup de pourcentage sur cette étape, surtout sur le col de Marie-Blanque, j'ai mis Miguel André Lopez, le coureur d'Astana, petit gabarit, qui aime les forts pourcentages et pas forcément le plus suivi par ses adversaires. Donc ça peut être... Et puis il a une équipe solide autour de lui parce que Astana est assez solide cette année. Julien Lafilippe parce qu'il y a des pourcentages et que lui, s'il a envie de sortir, il sortira. Et que dans un petit groupe au sprint, il peut également battre beaucoup de monde. Et puis Esteban Chavez, le coureur de Hamilton Scott, parce qu'il aime quand il y a du pourcentage, qu'il est talentueux, qu'il est en forme, qu'il est motivé par cette course et que Adam Yates a le maillot jaune peut-être plus sur cette étape-là, mais il sera peut-être moins regardé que Adam Yates et ça pourrait bloquer la course si il attaquait. Donc c'est pour ça que je le mets parmi mes favoris. Vous voyez que je ne mets pas de coureurs qui partiraient en échappée parmi mes favoris. Je considère que le col de Marie-Blanque va donner des envies à beaucoup de coureurs. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis nous, on se retrouve donc pour faire le débrief de cette étape. Il y aura également la Formule 1 Grand Prix de Monza, la F2 Monza, la F3 également du côté de Monza. Pas de MotoGP encore cette semaine, ça reprend dans 15 jours avec Misano. Les audiences, ça sera également plus tard. Et puis on se retrouve également pour faire la présentation de l'étape numéro 10. Je
peux vous dire que ça ira très très vite cette étape numéro 10. Petit indice, c'est entièrement plat entre l'île de Ré et l'île d'Oléron. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.